Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du plafond de la dette aux États-Unis, principal sujet de conversation de la journée. On va parler également de la price action, bien sûr, sur la crypto. Assez peu de news convaincantes en crypto, si ce n'est 2-3 petites choses de régulation qui se sont passées sur les 3 ou 4 derniers jours. Voilà, on va faire le point un petit peu. J'ai pas fait de vidéo depuis 3 jours parce que c'était juste pas possible ces derniers temps pour moi d'en faire, mais bon, il s'est pas passé énormément de choses. Vous voyez ici qu'on est sur le Bitcoin face au dollar en daily. Pour le moment, donc cette grosse résistance aux 30 000 $, on a ici cette espèce de triple top en épaule tête épaule, figure qui n'est vraiment pas très convaincante. Attention bien sûr à ce type d'épaule tête épaule qui est une figure de retournement bien entendu baissière, c'est-à-dire que si jamais on perd la ligne de coup, théoriquement en chartisme, on devrait se retrouver quelque part vers les 23 500 $, target donc de cette épaule tête épaule. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a devant nous une figure de retournement baissière qui a pas nécessairement ici perdu ce niveau-là, qui signifierait bien entendu, activer la figure, même si ici, vous le voyez, on a fait une mèche baissière qui est venue prendre en fait la liquidité qui se trouvait sous la structure. C'est-à-dire que là, vous aviez des gens qui étaient garés en longue et qui donc avaient leur stop loss probablement sur ces creux-là et qui du coup ont été bien évidemment sortis de leur trade. On avait mis en avant cet éventuel scénario qui serait qu'on fasse juste une mèche et ensuite qu'on reparte. Pour le moment, c'est ce qui semble éventuellement se passer. C'est-à-dire qu'on sait également qu'on a beaucoup de liquidités ici en haut. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure quand on va traiter la liquidité. Donc beaucoup de shorters qui sont pour le coup garés en haut de la structure. Si jamais on reste dans ce range, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement ici, vous le voyez, un range. Donc on se balade en crabe. Et puis on fait une déviation au-dessus du range. Ensuite, une déviation en dessous, ça serait celle-ci. Et si on y arrive, eh bien, ensuite, on vient prendre la liquidité qui se trouve au-dessus de la structure. Ça, c'est le premier scénario. En fait, non. Le premier scénario, c'est l'épaule tête-épaule. Et effectivement, on va autour des 23 000 $. Deuxième scénario, effectivement, on se reprend. Et donc, du coup, vous le voyez là. Et on va faire une grosse analyse de sentiment aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer dans les news également pourquoi il se pourrait que tout ça puisse repartir, mais d'une certaine manière, on va dire sur les time frames, on va dire un peu plus importantes. Qu'est-ce qu'on peut voir? On avait ici une structure de distribution, une trendline de distribution qui est celle-ci, qui désormais, pour le coup, est perdu. C'est-à-dire qu'on réaccumule, donc ça c'est plutôt une bonne chose, au niveau, c'est plutôt haussier, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut effacer ici cette trend là. Et à l'inverse, on a cette trend ici qui est une trend en weekly, c'est-à-dire en unité semaine, qui pour le moment, eh bien, je vais vous dire ça tout de suite, semble, on va dire, enfin, pour qu'elle soit perdue, il faudrait que dimanche, on clôture effectivement sous la trend. C'est-à-dire qu'on n'ait pas réussi avant dimanche à regagner les 28 000 $ et à clôturer au-dessus. Il faut que le corps de cette bougie-là, en partie, vienne finir au-delà de cette trend. Et à ce moment-là, on pourra estimer que cette trend n'est pas perdue. Pour le moment, on se balade en crabe encore une fois autour des 28 000 $. On a encore une fois cette trend weekly qui est assez importante à tenir et qui n'est pas perdu pour autant, mais si jamais d'ici dimanche on continue à baisser, à ce moment-là on activera plutôt le scénario, on va dire numéro 1. On a également cette trend de distribution en 4 heures qui n'a pas encore été revisitée. Vous allez le voir si je me mets en 4 heures. Eh bien ici, on a assez souvent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh bien retester cette trend. Donc on pourrait éventuellement imaginer de revenir la tester une nouvelle fois, c'est-à-dire revenir jouer avec les 28 700 $. Ça, c'est pour les petites time frames. On fera les grosses time frames en fin de vidéo. En ce qui concerne Ether, globalement la structure est assez similaire, vous le voyez, épaule, tête, épaule. Il y a des très légères différences bien sûr, qui est que pour le coup, Ether, moi en tout cas en ce qui me concerne, n'a pas encore perdu sa ligne de coup. Vous voyez qu'on a un Ether BTC qui
s'améliore légèrement aujourd'hui. Ça veut dire que, on va dire sur la crypto en tout cas, les traders passent plutôt risk on. Ils vont prendre plus de risques en investissant plus sur Ethereum que sur Bitcoin. Mais à ce stade, on peut pas réellement parler non plus de retournement entre guillemets dans ce sens. Par contre, ce qui est très joli, et je vous l'ai expliqué il y a de ça assez longtemps, j'aime beaucoup la paire Ethereum BTC parce qu'elle est tout souvent extrêmement propre. Et là, vous voyez que pour le coup, sur cette paire-là, on tient cette 4 heures. On ne revient pas ici faire un plus bas et casser, eh bien, tout simplement le support qui est ici. En tout cas, pour le moment, cette trend, elle semble être retestée par de multiples fois. Mais on a une appréciation nette de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Voilà pour la partie, on va dire, chartiste et grosse time frame. Également ici, on peut le voir sur la stablecoin dominance. En fait, c'est un petit peu le Bitcoin en inversé, hein, bien entendu. Là, pour le coup, on a une épaule tête-épaule inversée, ce qui est pas très bon et nous emmènerait éventuellement vers les 12% de stablecoin dominance, c'est-à-dire un retest de cette résistance-ci, ce qui serait pas forcément une très bonne chose au sens où on peut estimer qu'on irait faire un tour effectivement autour des 25 000 $. En tout cas, le retest de cette résistance voudrait nous dire ça, à dominance Bitcoin constante, voilà. On va faire la news et globalement pour moi la principale news c'est que les États-Unis sont en grosse discussion sur le fait d'augmenter le plafond de la dette. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter le plafond de la dette? Ça veut dire tout simplement que les États-Unis ont un plafond qu'ils ne doivent pas dépasser. Tout ça est fixé par le Congrès, par des amendements, etc. Il y a une loi qui dit on ne peut pas dépasser tel niveau de dette pour les États-Unis. Malheureusement, ils sont au contact désormais de ce plafond-là. Donc tous les ans à peu près ou tous les 2 ans, il y a un vote qui est fait et donc du coup on décide d'augmenter le plafond de la dette aux États-Unis. Et concrètement, en ce moment, la difficulté, c'est que Biden n'a pas la majorité totale au niveau de la Chambre des représentants et du Congrès, et que donc du coup, ils sont en ce moment en train de négocier avec donc McCarthy, qui est le représentant de la Chambre, McCarthy, pour pouvoir augmenter ce fameux plafond de la dette. L'idée ici, c'est que c'est des discussions, c'est des négociations qui sont faites aujourd'hui même, donc cet après-midi. Concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que le plafond de la dette aux États-Unis va très certainement être augmenté, mais vous comprenez ici que c'est à la fois c'est bon d'une certaine manière pour et les démocrates et les républicains, on va dire Biden qui règle un problème en augmentant ce plafond de la dette, et on va dire McCarthy qui dit non, nous on veut plus augmenter la dette, donc il met un petit peu d'huile sur le feu de manière à augmenter, enfin rehausser un peu le débat, ou en tout cas le rendre un peu plus viril entre les deux. Et la conséquence de ça, c'est que Biden doit partir au Japon bientôt, et en l'occurrence on estime que d'ici 2 semaines, les États-Unis atteindront ce fameux plafond. Donc ils ne pourront pas dépasser ce plafond de la dette, et à ce moment-là, ils devront se mettre en défaut de paiement sur leur dette souveraine, c'est-à-dire tout simplement avoir un problème de solvabilité évident, et qui du coup fera que on aurait en fait vraiment une crise majeure à la fois au niveau des États-Unis, mais également au niveau, bien entendu, mondial. Si jamais ce niveau de la dette n'est pas relevé, ça sera la première fois que les États-Unis seraient en défaut de paiement, ce qui amènerait probablement leur notation à un niveau qui avant était de AA+, vers un niveau qui est de AAA. Vous savez qu'il y a des agences de notation qui notent bien évidemment la solvabilité et on va dire le côté sûr ou pas sûr de dettes dans lesquelles vous pouvez investir. Donc ça serait vraiment pas très bon. Il y a certaines études qui disent que le PIB américain dropperait du coup de 4% et que plus de 7 millions de travailleurs perdraient leur emploi si jamais ceci arrivait. On a la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, qui dit « Attention, on va vers une catastrophe économique, il faut absolument que ce plafond soit monté, etc. etc. » On ne peut pas ici imaginer que les États-Unis ne vont pas augmenter ce plafond. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu plus un jeu rhétorique entre les deux. Mais très probablement, ce plafond va être augmenté, et d'ici probablement ce week-end. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une nécessité de le faire. Hein. On ne peut pas envisager ici que... Enfin, c'est pas qu'on peut pas envisager. Il serait vraiment une très mauvaise nouvelle que les États-Unis décident tout simplement d'être insolvables d'eux-mêmes, et que donc du coup, on ait ce problème sur les marchés.
Au niveau Bitcoin, assez peu de news, si ce n'est, bon, ici, visiblement, on a fait un cross-bull, c'est-à-dire, en fait, on a ce signal qui a flashé, on va dire, voilà. Le realized price qui est en fait la moyenne de à combien a été payé les bitcoins par l'ensemble du marché, qui est en train de passer en dessous de la moyenne. Concrètement, la moyenne qui a été payée par les long-term holders, donc ceux qui ont des BTC des bitcoins depuis plus de 5 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en général, quand cet indicateur flash, il s'ensuit une période assez soutenue de hausse, tout simplement. Vous le voyez ici, enfin par le passé, en tout cas par 3 fois. À chaque fois qu'on a eu cet indicateur qui a flashé là, eh bien, ça a sous-entendu que on était assez bull sur le bitcoin, et ce pendant un certain temps. Donc voilà, après bon, sur les news au niveau de la régulation, je vais pas forcément les traiter, mais je crois que du côté de la Floride et du Texas, on a eu des plutôt bonnes choses, au sens où les gouverneurs se sont finalement opposés aux monnaies numériques de banque centrale et ont quelque part dans leur état, par souci de liberté, demandé à ce que soient interdits les monnaies numériques de banque centrale. Donc d'une certaine manière, je pense vraiment qu'on va aller vers quelque chose qui soit au niveau banque centrale, monnaie numérique de banque centrale, quelque chose qui soit un stablecoin privé, type Circle, USDC, etc. En tout cas, on voit que l'enjeu de la crypto, puisque tout simplement 32% des Américains en possèdent, eh bien l'enjeu de la crypto est en train de devenir un enjeu électoral. Ici, on passe sur Justin Sun, on va passer également sur tout ce qu'il y a sur Cointelegraph, on passe également sur cette partie-là. On a eu aujourd'hui un pas très bon indicateur, c'est-à-dire que les ventes au retail, donc les ventes aux particuliers tout simplement, on avait un consensus qui était à 0,8% sur le chiffre qui devait sortir, et vous voyez qu'en l'occurrence on a eu 0,4, donc légèrement moins. Donc ça, c'est pas très bon pour l'économie, puisque les ventes finalement diminuent, donc ça sous-entend que l'économie tout simplement se ralentit. C'est aussi ce que veut la Fed d'une certaine manière. Vous devez ralentir l'économie pour ralentir la hausse des prix, puisque en augmentant les taux d'intérêt, c'est plus ou moins le levier que vous essayez d'utiliser. Le problème, c'est quand vous appuyez un peu trop fort sur le frein, ou quand vous appuyez un petit peu trop fort, comme ça a été fait sur l'accélérateur dernièrement. Donc ça à suivre, vous le voyez ici, les retail sales qui ont été encore une fois autour des 0,4. On aura assez peu de choses en termes de news économiques qui devraient sortir dans la fin de la semaine, mais on a beaucoup, vous le voyez, de speech de présidents à la fois locaux ou à la fois plus importants, comme le vice-chairman Barr, qui vont faire des speeches un petit peu toute la semaine. Donc ça va bien entendu impacter très légèrement les marchés. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura? On aura les minutes de la Fed qui vont sortir le mercredi 24. On aura la première révision du PIB américain, et on aura surtout le PCE Index, Personal Consumption Expenditure. Donc là, pour le coup, il y aura un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent que cette semaine. Et ici, vous le voyez, on va parler de sentiments. Qu'est-ce qui fait que le marché tient? Et ça, c'est une étude de la BofA, la Bank of America. Qu'est-ce qui fait que ce marché tient? D'une certaine manière, ce qu'on nous dit, c'est que on a des études qui sont relativement pessimistes, et que donc du coup, malgré ça, on a quand même des longues qui sont un petit peu contrariens, c'est-à-dire que, étant donné que la news est pessimiste, les gens se disent c'est peut-être un bon moment pour acheter, en tout cas au niveau des marchés. Deuxième chose également, on a beaucoup de gens qui croient finalement dans un soft landing plutôt qu'un hard landing. Donc voilà, on a finalement cette idée quand même que peut-être les États-Unis pourraient s'en sortir sans forcément entamer une grosse récession. Ça, c'est donc un atterrissage en douceur de la part de la Fed, et 61% des gens qui sont convaincus que la Fed a terminé sa hausse des taux. Ici, vous voyez, on est plutôt à 77,5 sur cet indicateur-là. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Deuxième chose, par rapport au fait que les États-Unis vont augmenter le plafond de la dette, là en revanche, on a effectivement un peu moins de gens qui pensent que ça va être fait par rapport à avril. Vous le voyez, en avril, on avait une majorité de oui, à peu près 80%, et là on est autour de 70%, mais cela dit, c'est toujours plutôt dans le sens que oui, ça va bien se passer.
Troisième chose, quelle est la chose qui va finalement le plus vous inquiéter? Est-ce que c'est un credit crunch, c'est-à-dire une crise du crédit et une récession globale? Est-ce que c'est le fait que l'inflation reste haute et que du coup les banques centrales restent dans un combat anti-inflation, donc on continue à augmenter les taux? Est-ce que c'est des problèmes géopolitiques, vous le voyez? Ou alors est-ce que c'est une crise systémique du crédit? Ou alors ce fameux non-augmentation du plafond de la dette? Et vous voyez que d'une certaine manière, ça reste finalement une récession et le credit crunch qui est le plus plébiscité. Et ici, vous le voyez, globalement, en fait, l'idée, ça serait longuer la tech et shorter les banques, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est un petit peu le trade qui est en train de se faire en ce moment. Et vous le voyez, en avril 2020, février 2022, on a eu ici des bornes hautes et bornes basses sur ce type de trade, tout simplement. Et là, on voit que en ce moment, finalement, on est principalement et plutôt sur quelque chose qui serait effectivement de rester longue sur la tech et short sur les banques. Donc ça, c'est intéressant également. Et puis, le fameux indicateur risk on, risk off, qui pour le coup est pile au milieu. C'est-à-dire que les gens ne savent pas trop s'ils doivent plutôt se positionner sur, on va dire, des assets qui sont risqués ou alors sur des assets qui sont tech, donc des assets qui sont risqués type tech, ou alors des assets qui sont plutôt bon père de famille, on va dire type soit de l'or, soit tout simplement des choses qui sont plutôt de la bonne grosse action industrielle américaine qui bouge pas trop, mais qui bouge pas trop vers le bas non plus. Voilà. Donc voilà pour cette étude un petit peu autour de tout ce qui va être, on va dire, le sentiment global du marché. Vous avez compris que cette semaine, le principal, on va dire, indicateur qu'il va falloir, enfin la principale news qu'il va falloir tout simplement réprimander, ou en tout cas à laquelle il va falloir donner une réponse, ça va être bien évidemment le plafond de la dette. Allez, on passe la page de pub et on va ensuite se faire une petite session sur la liquidité et ensuite on viendra faire toute la partie scalping et donc plus petite time frame sur Bitcoin et Ethereum. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Alors, qu'est-ce qui a été liquidé pardon, hier? 50 millions de dollars, vous le voyez ici. Concrètement, à peu près 17 millions sur BTC et 10 millions sur Ethereum, donc la moitié. On est somme toute vraiment dans la normalité, une journée avec assez peu de liquidation, mais il n'y a pas eu non plus une action de prix extrêmement importante. Excusez-moi. On enchaîne sur le carnet d'ordre, vous le voyez relativement vide de la borne, on va dire des 28 000 dollars, et on pourrait descendre ici jusqu'à à peu près 25 300. On voit que certains autres se sont ravisés. Ici, on avait beaucoup plus d'ordre au 25 300 et on en a un peu moins. C'est-à-dire que là, on avait vraiment un bon petit 1000 bitcoin, et là, en l'occurrence, on a plutôt 300, 350 bitcoins dorénavant. Est-ce que ces ordres ont été bougés plus haut? Est-ce qu'ils ont été bougés plus bas? On va regarder ça ensemble. Il n'y a pas forcément ici... Enfin, on voit qu'au moment où ils ont été modifiés, c'est probablement la même personne qui le fait, là, vous le voyez ici. Au moment où ils ont été modifiés, ils ne sont pas forcément apparus ailleurs. Donc, on ne peut pas forcément dire ici qu'il y a eu grosse modification, sauf si on va peut-être en dessous. Non, pas de grosse modification à ce stade. Une personne qui s'est ravisée sur le nombre de BTC qui voulait tout simplement acheter à ce prix-là. Ensuite, on regarde la partie des leviers. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas traité ça, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra et je vais vous remettre après. Ou non, on va le faire ensemble, tiens, c'est pareil, excusez-moi. Alors du coup, toutes les bornes ont été prises ici, en tout cas une bonne partie des bornes qu'on avait mis en avant ont été prises vers le bas, donc ça on peut considérer que c'est pris, ça également, et ça aussi, et on est venu traiter également cette borne-là. On avait fait la vidéo à peu près par ici. On a fait la vidéo à peu près par ici. Qu'est-ce qu'on voit d'une certaine manière? Ici, on voit qu'on est relativement shorté. J'ai une hausse de prix, une baisse du funding. Donc, on avait du short qui s'était rajouté ici, mais il a été traité depuis. Ensuite, on est plutôt longué. Donc, on va rajouter un niveau de longue ici. Hop, vous voyez qu'il a été traité, donc on pourrait éventuellement le décaler par là. Ensuite ici on est pas mal shorté également. Finalement le prix décide d'aller traiter tous les shorters, de ce niveau là et celui-ci, c'est ce qui se passe derrière. Là en l'occurrence on a du long qui est rentré, donc on peut dire que oui effectivement ce niveau là est assez conséquent. Derrière j'ai à nouveau un petit peu de short qui rentre, mais c'est pas vraiment énorme. Ici j'ai un peu de short sur le top, là vous voyez que le prix continue de monter, mais le funding descend, et là le mouvement finalement s'auto-nourrit, on continue à aller liquider du short. Est-ce que j'ai énormément de long qui rentrent? Non, pas forcément, mais vous voyez que là on devient un peu trop positif sur ce que peut faire le prix, et c'est pour ça qu'on a cette diminution, trop de longueur là sur cette montée là, donc du coup là le sentiment a switché quand on était autour des 27,5, et puis ensuite finalement on se retourne, on vient traiter un peu de la liquidité en bas. Derrière j'ai un petit peu une hausse de prix avec une baisse du funding, donc on peut estimer que ce niveau là est très légèrement shorté. Hop, et puis on est pas mal longué depuis, donc attention, on a des bonnes chances de perdre le niveau actuel, c'est-à-dire qu'on va rajouter un point de longue éventuellement à prendre ici. Donc d'une certaine manière, on va pas vraiment chercher les longues précédents, ceux de il y a 5, 6, 7, 8 jours, mais on a accumulé du short et finalement on a surtout traité de la liquidité à court terme pour le moment. Si jamais on vient chercher plus au-dessus, je dirais que ça serait plutôt une bonne chose. En ce qui concerne Ethereum, plutôt une bonne chose, plutôt logique, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. En ce qui concerne Ethereum... alors, où sont les niveaux qu'on avait mis? Ils étaient là, ils ont été pris, effectivement. Donc là, c'est pris également. Ici, on est pas mal longué. Le prix revient travailler un peu ses longues. Là, on est d'abord shorté, ensuite longué, ensuite shorté. Vous voyez que le prix latéralise, mais le funding nous donne des indications. On a un niveau de longue probablement à venir chercher quelque part par ici. Ça a été chose faite, donc on va le décaler là. Hop, hop, oui, par deux fois, même là on est quand même un petit peu longué, donc on peut le garder. Ensuite, à partir de là, on est pas mal shorté là-dessus, donc c'est ça qui explique le mouvement de prix vers les 1845. Assez fortement, ensuite, sur la petite descente, vous voyez qu'on est beaucoup longué, c'est exactement la même chose que BTC en fait, finalement. Ici, beaucoup de short sur ce top-là, c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment, et puis on est pas mal longué à partir du bottom d'ici, donc on peut rajouter 2 points, à savoir celui-ci et potentiellement
potentiellement quelque chose également qui se trouverait sur les derniers niveaux. Donc on va garder ça. On va aller voir désormais les poches de liquidité. Vous voyez qu'on est un peu plus longué que ce qu'on a été shorté sur les 5 derniers jours, mais c'est vraiment pas énorme. 3 milliards. Si on regarde les leviers x100, ça a traité les gros points de liquidité où on avait été shorté. Vous le voyez là, quand il y a eu des gros shorts qui sont ouverts, tac, recovery du prix. Et si jamais on doit aller traiter les longues, on aurait peut-être un petit tour à faire à nouveau au niveau des 26 000 $. Ensuite, quand on regarde les liquidités sur Ethereum, même chose, on est relativement longué quand même, à hauteur de 2,56, donc comprenez qu'en proportionnalité, c'est assez important sur Ethereum, ce qui se passe sur les 5 derniers jours, on a plus de long que de short, et dans des proportions importantes, puisque c'est à quasiment les mêmes chiffres sur Bitcoin et Ethereum, 2 milliards. Si jamais on devait corriger fort, 1777 serait probablement une bonne target. Vous voyez que les grosses positions sont relativement nettoyées assez vite et on a à ce stade pas beaucoup de positions, en tout cas sur les 5 derniers jours. Donc là, il faut regarder en arrière et en fonction des time frames. Quand on regarde sur 5 jours, c'est pas très jojo, c'est-à-dire qu'effectivement, on a plus de long que de short. Si on regarde sur 12 heures, vous voyez que le prix fait un peu du ping-pong ici et que finalement, on est plus longué que shorté. J'ai l'impression qu'il y a plus de jaune ici en bas, donc c'est effectivement ce qui se passe également même sur globalement 5 jours. Et si on regarde ici par contre sur 7 jours et qu'on recule un petit peu plus en arrière, vous voyez que ce qui vient de se créer et ce dont je vous parle là, c'est cette base verte qui est à 26 300 à peu près. Mais également depuis désormais 5-6 jours, on a créé une assez forte bande jaune pour le coup au niveau des shorters et qui elle se trouverait au-delà de 28 000. Donc on peut vraiment ici taper au-delà des 28 400, ne serait-ce que si on tablait sur la 7 jours pour nous dire éventuellement où pourrait rebondir le prix. Également, quand on regarde là un mois, vous voyez qu'on est venu prendre la grosse bande jaune qui était ici. Et quand on regarde là un mois, ça fait pas de doute que le gros de la liquidité se trouve à peu près aux 30-31 000 $. Donc ça c'est plutôt encourageant pour se dire que oui, on pourrait revenir faire un tour au-delà du top précédent et que non, on n'est pas nécessairement obligé d'aller jouer avec les 23 000 $. Cela dit, si le sentiment est extrêmement mauvais et que ça coûte moins cher d'aller liquider ce monde-là au lieu de liquider cette petite bande-là, et je pense que la valeur est à peu près la même, voire au-delà bien sûr, et bien à ce moment-là, ça voudrait dire que tout simplement on a potentiellement quelque chose à aller faire en bas de cette fameuse épaule épaule et dans ce fameux cette configuration chartiste baissière dont je vous parlais au tout début de la vidéo, tout simplement. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Ici, pareil, sur Ethereum, plus de long que de short sur les 12 dernières heures. Sur la 7 jours, la config est un petit peu différente de Bitcoin, puisque effectivement on a peut-être un peu plus de valeur qui se trouverait assez proche du prix, c'est-à-dire autour des 1770, mais là où Ethereum peut être éventuellement plus inquiétant, même s'il y a un peu moins de valeur, donc ça peut être vraiment différent, c'est que là pour le coup on a vraiment un tour à venir faire éventuellement aux 1650. Donc vous dire qu'est-ce qui pourrait faire perdre 10% à Ethereum mais pas à Bitcoin, je ne sais pas. Vous dire également est-ce que ces gens-là depuis les 3 dernières semaines finalement sont sortis de leur trade. Vous voyez qu'on a quand même accumulé pas mal de monde et qu'en fait, excusez-moi, si on regarde là un mois, du coup on a quand même un Ethereum qui se balade en crabe depuis pas mal de temps, entre cette bande des 2000 et cette bande des 1750. On a ici cueilli une partie de la valeur, on s'est retourné en cours de route, on est venu chercher rien au départ, en tout cas sur la un mois, et puis là on commence à rentrer dans le dur. Donc du coup sur la 1 mois la configuration est plutôt baissière sur Ethereum, mais ça on en avait déjà parlé précédemment sur la chaîne. Est-ce qu'on va laisser gagner ces mecs-là? Est-ce que du coup c'est Bitcoin qui drive vraiment la chose? Est-ce que ces points ici de liquidité sont vraiment conséquents? Vous voyez qu'on parle de 12 milliards par bande jaune, donc ça commence oui effectivement à faire un petit peu d'argent. Et je reviens sur Bitcoin sur la 1 mois également. Vous voyez que sur Bitcoin en revanche on n'a pas grand chose à aller prendre, sauf si vraiment on vient perdre les 23 400 et si on vient plutôt chercher, donc laisser gagner pour le coup cette grosse bande jaune ici et plutôt chercher les liquidations au niveau du bas. Tout ça va énormément dépendre du sentiment bien évidemment.
Je reviens ici sur le prix du Bitcoin pour vous donner mon avis et mon sentiment un petit peu sur la question. Et ben, pour moi, je pense qu'on a toujours un tour à venir faire potentiellement en haut. Maintenant, il faut à un moment donné avoir également des critères qui sont à ce niveau-là, je rentre, etc. Enfin, vous comprenez qu'il faut quand même avoir une vision des choses qui va être assez conditionné à des choses qui sont rationnelles. Et donc du coup, vous prenez des niveaux et vous vous dites, si jamais on perd ce niveau-là, je serai plutôt, bien évidemment, positionné plutôt baissier, et si jamais on regagne et on reprend ce niveau-là, je serai plutôt positionné haussier. Personnellement, je ne trade pas cette semaine, à la fois par manque de temps et à la fois parce que c'est pas forcément des configurations qui m'inspirent énormément. Cela dit, celui qui voudra éventuellement shorter, pour moi, devrait éventuellement attendre un rebond haussier plus conséquent, par exemple un retest de cette 4 heures qui est ici, quelque part vers les 28,6, parce que là, on aura nettoyé une petite partie de la liquidité haussière. La deuxième chose également, c'est que assez souvent, ce type de V-bottom, comme vous voyez ici, est amené à être retesté. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être un tour, si jamais là on est dans une figure où on va se retourner, on aura peut-être un tour à venir refaire dans cette zone-là. Donc du coup, celui qui veut longuer, bien évidemment, devra attendre éventuellement l'attaque de ce creux-ci, qui se trouve autour des 26,6, 26,3, éventuellement pour revenir, et bien là, rentrer, avoir un point d'entrée, bien entendu, le plus avare possible sur son trade. Si on regarde la structure, pour le moment, on voit bien que la 4 heures est baissière, d'accord, on n'a aucun signe de retournement, donc les chances sont plus importantes de venir faire tout simplement un tour sous directement ces 25,8, c'est-à-dire celui qui va jouer la structure 4 heures, il doit jouer la continuation baissière. Celui qui veut jouer un retournement et qui croit vraiment, qui pense qu'on peut ici se retourner, doit bien entendu intervenir sur ce creux, pour moi c'est assez évident, et même ce niveau là, peut-être que ça c'était un bon point d'entrée, voilà, le niveau des donc du coup 26,5. Et bien évidemment, il faut ici faire très attention dans ce type de configuration qui est globalement celui qui trade le range, on va dire, puisque c'est de ça dont je vous parle, c'est de revenir ici en haut du range finalement, et rien d'autre. C'est-à-dire que ce range-là tienne et ne casse pas en bas, d'accord? On est dans ce range depuis maintenant le 17 mars, donc ça fait 1 mois, 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est là-dedans, et donc du coup, il y a celui qui va dire, non, la structure, c'est tout simplement du crabe, et il y a celui qui va dire, non, moi je pense que la structure, c'est du 4 heures. Donc c'est suivre ici cette descente. Ce support-là est vraiment important, j'en avais parlé tout simplement dans la dernière vidéo, voilà, que cette zone-là ne doit pas être perdue tout simplement, ou sinon on ouvre finalement la porte aux 22-23 000 $, ça c'est très important. Si on descend encore une fois en time frame, on voit que la 1 heure commence à passer haussière, on a cette petite jambe ici qui se crée, donc pourquoi pas ici jouer des plus petites time frames et éventuellement essayer de revenir reprendre une nouvelle fois les 27 500 $. Si on passe sur la 15 minutes, donc une bougie égale 15 minutes, en l'occurrence vous voyez qu'on s'était fait rejeter on s'était fait rejeter ici une première fois par ce niveau qui est relativement cohérent, c'est pour ça qu'on le garde. Ce niveau-là nous a rejeté, on est revenu jouer avec celui-ci, on a eu un rejet également, on a réintégré le niveau précédent, donc on peut pas vraiment estimer que ça c'était devenu un support. Il n'a pas réagi comme support. Au moment où on est revenu le tester, il s'est rien passé, vous voyez, on n'a pas fait l'escalier qu'on aurait voulu faire si vous voulez. Donc du coup, voilà, en termes de trend d'accumulation, j'aurais tendance bien évidemment à suivre 2 trends, c'est-à-dire celle-ci, on voit qu'elle est assez propre, vous le voyez ici, là, depuis qu'on a fait ce pic là, on a une trend qui est assez propre, ça si on la perd, ça peut donner aussi un signal relativement baissier. Deuxième chose, bien évidemment, c'est que si je prends, alors là je me suis mis en 15 minutes, mais on va essayer d'élargir un petit peu, voilà. Si je prends du 4 heures, on va essayer en 4 heures, voir ce que ça donne. Oui, en 4 heures, ça devrait être plutôt propre. Voilà, cette 4 heures là qui devait quelque part aussi nous donner satisfaction, pour le coup elle est perdue. Bougie d'accumulation à accumulation, on ne passe pas dans cette 4 heures. Donc ça c'est important, c'est des choses qui sont à regarder. Le fait de se dire on n'arrive pas à garder cette pente là, on est obligé de corriger un petit peu plus, n'est pas forcément une très bonne nouvelle.
Et en l'occurrence, pour moi, le juge de paix au niveau weekly, c'est bien entendu la trend que je vous ai montré en début de vidéo, c'est-à-dire celle-ci. On ne doit pas clôturer pour moi. Enfin, c'est ce qui me donne des conditions, si vous voulez, pour tout simplement me donner une direction pour les prochaines semaines. Je regarde le weekly et je me dis, bon, bah, si on n'arrive pas à tenir la pente de ce mouvement, de cette bougie d'accumulation à celle-ci, bah, pour moi, ça veut dire tout simplement qu'on va reprendre une pente peut-être plus douce, sans nécessairement passer baissier, hein, et c'est-à-dire en l'occurrence la pente daily que vous voyez ici, et qui est en dessous. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire potentiellement venir faire un tour autour des 24,5, quelque part par là. Alors personnellement, je pense qu'on peut vraiment, si on passe dans cette configuration-là, aller mécher au 22,5. Ça fait beaucoup de temps que je parle de ce scénario-là, et je l'ai beaucoup défendu finalement quand on était quelque part dans cette zone-là, juste avant cette déviation-là ici, au-delà du range. C'était quelque chose que j'avais effectivement pas mal défendu, et c'est quelque chose que désormais je défends moins, entre guillemets, parce que je suis conscient de la liquidité qu'il y a à venir prendre éventuellement ici. Donc, soit on laisse gagner ces mecs-là, et là, effectivement, bon, c'est la dégringolade, et on vient combler ici ce fair value gap. Ici, en une semaine, on était monté très fort, donc du coup, on vient corriger un petit peu ça. On tient la daily, et là, ça repart un petit peu plus haut. Pour le coup, on nettoie une bonne partie des longueurs, mais on laisse gagner les shorters qui étaient ici. Soit on continue à se balader en crabe pendant encore un peu de temps, tout simplement, dans cette espèce de structure-là que vous voyez, et qui est bien entendu un range. Voilà mon idée. Personnellement, encore une fois, je tiens pas forcément ce niveau-là, et pour moi, enfin, je tiens pas forcément aucun de ces scénarios-là, on va dire, ne m'inspire pour rentrer en trade à ce stade-là. Je trouve que voilà, il y a des petites choses à faire, hein, sur les toutes petites time frames, bien évidemment, pour ceux qui savent vraiment, qui ont leur petit scalp en tête, etc. Vous voyez qu'il y a des niveaux qui tiennent, hein, en l'occurrence. On voit ce niveau-là, là. Qui est un niveau 15 minutes pour le coup. Vous voyez que ce niveau-là, on va le reprendre un tout petit peu plus haut, pardon. Voilà, par ici, ce niveau-là semble tenir à ce stade, on ne passe pas en dessous. Donc celui qui dira bah, je short si on passe sous ce niveau, ou alors tout simplement je long dès qu'on le retouche, bah, vous voyez que là vous avez une amplitude de à peu près 200-250 $ qui peut vous donner un chouette, des chouettes trades tout simplement, c'est-à-dire prendre avec une petite portion de votre capital ce type de mouvement de crabe, et tout simplement vous dire que bah, là je long et puis là je short. Tout simplement, ça aurait marché ici 1, 2, 3 fois de suite, et ici vous serez potentiellement fait dégager sur ce niveau-là. Voilà pour mon analyse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Analyse assez longue, 35-36 minutes, mais on n'avait pas fait de vidéo depuis 3 jours. Encore une fois, par manque de temps. Je pense que on va reprendre. Demain, il n'y aura pas de vidéo, je pense, parce que pareil, toujours le même problème. Je manque pas mal de temps en ce moment. Je pense qu'on va refaire une vidéo après-demain, et on repassera au rythme habituel de une vidéo par jour, peut-être en les condensant un petit peu plus, peut-être en changeant un petit peu également bien évidemment le format, en faisant peut-être un peu moins de liquidité, en faisant des vidéos un peu plus condensées, autour d'une vingtaine de minutes. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai pour cette semaine, essayer d'apporter un petit peu de choses intéressantes. Donc ça sera des vidéos plutôt l'après-midi, à partir de après-demain, et ça sera des vidéos peut-être potentiellement un peu plus condensées, ou alors si jamais on traite un sujet vraiment important. Il y a un sujet que j'ai pas traité aujourd'hui, c'est celui de la Turquie, où il y a eu des élections, et qui est pour moi un sujet géopolitique relativement majeur, donc on en parlera dans une vidéo cette semaine. Il n'y a rien de pressé là-dessus. Et puis voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur est-ce que vous avez une manière qui fonctionne et qui est vraiment efficace pour trouver le sommeil. Voilà, ce sera la question du jour, c'est de vous dire eh bien est-ce que vous avez quelque chose qui est votre petit grillé, votre petite moi personnellement je me frotte les deux pieds en même temps, j'aime bien faire ça avant de dormir par exemple, et je me concentre sur ma respiration, ça m'aide à m'endormir. Question à la con s'il en est, mais c'est le principe de la question à la con, donc du coup voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, très bonne soirée à tous et à bientôt.